Pour repréciser un petit peu les choses, donc ici c'est le site de la Beige où nous sommes maintenant, enfin de Toulouse, parce que ça c'est bien le lac de la Beige, mais ça c'est le site de l'école de l'ENSIA 7 qui se trouve sur la commune de Toulouse. Nous sommes juste à la frontière entre les deux. En ce qui concerne le laboratoire de chimie industrielle, je vais dire quelques mots. Donc comme l'a dit Yves, c'est une unité mixte de recherche qui a deux étapes de tutelle, donc qui est l'INRA et l'INP. Nous sommes donc localisés principalement à l'ENSIA 7. Les directeurs actuellement, c'est Gérard Villarem et le professeur Carlo Vaccarcassia. Et sur la thématique que je vais présenter, donc vous avez ici les 4 principales personnes qui travaillent sur ce thème, donc chimie dynamique et traitement des micropolluants. Donc, cette unité mixte de recherche donc, a 2 volets, donc une partie recherche et une partie transfert de technologie, comme un peu tous les laboratoires qui sont adossés, qui appartiennent à l'INP. Ici, vous avez les différentes écoles de l'INP, dont les 3 historiques que sont l'ENSET, donc, qui se trouve au centre-ville, l'ENSAT, l'école d'agronomie, et l'ENSIA 7, donc, je rappelle, qui est la fusion de l'école de génie chimique et l'école de chimie, donc, qui est née en 2001, au moment de l'accident d'AZF. Donc il y a 2 parties, donc il y a la partie recherche, à laquelle j'appartiens plus particulièrement, et la partie donc CRIT, donc qui est toute la partie transfert de technologie. Quelle est la thématique principale du laboratoire? C'est la valorisation totale de la biomasse d'origine végétale, avec un mot-clé qui est l'agro-raffinerie, et pour tout ce qui concerne donc, le domaine non alimentaire. Donc on essaie de valoriser tout ce qui est déchets de l'agriculture, et bien sûr de ne pas toucher à la partie alimentaire, puisqu'à ce moment-là, on rentre en compétition avec une des parties qui est relativement importante pour nous, qui est la survie de la population sur la Terre. L'autre chose aussi, donc on a quand même quelques domaines liés à l'alimentaire. J'ai cité le thé tout à l'heure, nous avons aussi la truffe et tout ce qui est dérivé autour des arômes. Les 3 équipes principales donc, de ce laboratoire, qui comptent une centaine de personnes, donc il y a la partie fractionnement des agro-ressources et des procédés de transformation au niveau agro-industriel. Donc là, c'est plutôt le génie chimique, génie du procédé. Ici, vous avez la partie plus chimique, réactivité chimique des agromolécules, l'hypochimie. Et là où j'appartiens, donc c'est l'équipe génie analytique et devenir environnemental des agroconstituants, où là, donc c'est le développement de nouvelles techniques analytiques, de nouvelles méthodes et leur application pour mieux comprendre le devenir de contaminants dans l'environnement. Voilà, donc en ce qui concerne la chimie des zones naturelles, transport réactif et impact des activités humaines, revenons donc au sujet. Donc ici, vous avez un schéma donc, qui représente le cycle de l'eau, donc avec 2 parties. Le cycle de l'eau classique, donc à partir de l'évaporation et principalement au niveau des océans, des surfaces des océans. La partie donc atmosphérique et tout ce qui va arriver au niveau des surfaces continentales et va retomber sur ces surfaces continentales avec une partie qui va retourner donc aux océans par les eaux de surface et ici les fleuves, ou alors l'autre partie importante qui va retourner, donc qui va contribuer à l'alimentation des nappes souterraines qui sont ici. Donc là, c'est la partie, donc, je dirais, cycle hydrologique classique. Et à partir de là, vous avez aussi donc, ce que j'ai appelé le transport réactif, c'est-à-dire le couplage entre ces phénomènes de transport que l'on a ici avec toute la partie chimique, les interactions que vous allez avoir dans les systèmes. Donc que ce soit aussi bien dans les océans que dans la partie ici, lors de l'évaporation et la formation, condensation de l'eau, où vous allez avoir des interactions entre la phase gazeuse, les particules qui sont présentes dans l'air, les aérosols, et puis l'eau qui est présente ici. Les gouttelettes ici sont de magnifiques réacteurs auxquels on peut rajouter la photochimie. Ensuite, vous avez la partie donc, au niveau atmosphérique, au niveau des surfaces continentales. Et enfin, donc, le dépôt de l'eau et tout ce qui est la réactivité qu'il peut y avoir aussi dans les surfaces continentales, comme ici, au niveau de l'infiltration au niveau des sols et ensuite au niveau du transport dans les eaux souterraines, jusqu'ici à un pompage d'eau potable, puisque c'est aussi une des ressources en eau importantes. Donc ça, c'est la partie donc, chimie de naturelle, je vais revenir là-dessus, la partie transport réactif, et puis l'impact des activités humaines. Donc, on en voit ici donc, un certain nombre, avec notamment donc, tout ce qui est problème de tout ce qui est départ vers l'atmosphère, ici avec les fumées. Il y a tout le problème de traitement des eaux au niveau des stations d'épuration, et puis pratiquement la principale source de pollution au niveau de la Terre. Donc, c'est toutes les activités agricoles
avec l'utilisation donc de fertilisants, ici des intrants, et puis la partie dont on discute beaucoup en ce moment, qui est donc la partie pesticides. Donc dans l'exposé qui va suivre, donc je vais revenir sur la chimie des eaux naturelles, sur une partie transport réactif, et puis ensuite prendre quelques exemples de contamination, d'activités humaines qui ont un impact fort sur la qualité de l'eau, que ce soit au niveau des eaux de surface, comme les eaux souterraines, et puis bien sûr les sols. Alors, je pense que pour ceux qui sont au CNRS, vous avez dû recevoir le courrier et la lettre du CNRS récemment, et donc j'ai repris ceci, donc fait par Nicolas Arnaud et Jérôme Gaillardet, et il pose la question, donc est-ce qu'on a vraiment une zone si critique ici? Alors qu'est-ce que c'est que la zone critique? Donc c'est la zone qui va du substratum ici, donc jusqu'au niveau des eaux souterraines, jusqu'à la partie, donc la couche limite atmosphérique, avec tous les échanges qui vont avoir lieu entre, d'une part, donc l'aspect vertical du haut vers le bas, avec ce cycle de l'eau que j'ai exprimé tout à l'heure, et puis avec la partie précipitation. Mais vous avez aussi toute la partie évaporation, donc le retour de l'eau à l'atmosphère grâce aux plantes, avec l'évaporation plus classique. Et puis ensuite toute la partie infiltration de l'eau, où vont intervenir différents intervenants ici, donc que ce soit là, au niveau de l'écologie, donc tout ce qui va être la partie sciences de la vie ici, toute la partie pédologie, donc qui associe la partie aussi bien géochimique que la partie biologique, la partie hydro-géophysique dans la partie plus souterraine et la partie géologique dans cette zone. Et puis il y a un terme qui est important, qui est ici le chemical weathering, donc les altérations chimiques, qui jouent un rôle, et donc dans le changement global aujourd'hui, qui est certainement un des points qui est clé sur lesquels donc, les questions d'échelle de temps et d'espace sont relativement importantes pour bien comprendre ce qui va se passer au niveau de cette zone qui est donc critique. Alors cette zone critique a été définie en 2001 donc, aux États-Unis, donc est une zone qui est aujourd'hui importante aussi bien pour tout ce qui est écologie, écosystème, mais aussi pour la durabilité de la vie sur la Terre, et notamment de l'espèce humaine, puisque nous retirerons une grande partie de nos ressources pour vivre de cette zone qui est notamment la partie sol qui est représentée ici. Alors, pour comprendre cette zone critique, eh bien, il est important de bien se rendre compte que un des moteurs importants, ça sera l'eau, donc qui va interagir, donc aussi bien au niveau de l'atmosphère, donc la circulation de l'eau, donc avec l'atmosphère et les retombées vers la partie sol. Ici, les eaux de surface, la partie eau souterraine, et puis les changements qui vont avoir lieu du fait du changement global, notamment sur les problèmes de morphologie des globaux, et avec l'altération, les vitesses d'altération au niveau notamment de l'érosion des montagnes. Et puis bien sûr, n'oubliez pas que tout ce que nous avons en commun pour nous, c'est l'eau, et notamment l'eau que nous allons avoir soit sous forme d'eau liquide, donc l'eau que nous pouvons boire, mais aussi l'eau qui va être nécessaire pour tout ce qui est alimentaire et que nous retrouvons ici dans l'assiette, et tous les problèmes qui peuvent être liés à ce problème, à cette notion de qualité. Alors, parce que je parlais de qualité de l'eau, donc en ce qui concerne l'eau, il y a 3 propriétés qui sont fondamentales pour bien comprendre la particularité aussi de notre planète par rapport à d'autres planètes. C'est le fait que l'eau est donc un solvant, donc il va contribuer à la dissolution et la présence des composés inorganiques, minéraux, dans l'eau, et puis ceci en équilibre avec les différents minéraux. Ensuite, c'est un réactif chimique, donc il ne faut pas l'oublier que cette molécule joue un grand rôle en tant que réactif, et notamment dans le cas de la photosynthèse. Et puis le dernier point qui est relativement fondamental pour tout ce qui concerne les propriétés de l'eau, c'est le transport donc, de l'eau, qui va contribuer aussi au transport des différents composés chimiques qui sont présents du fait que c'est un solvant donc polaire. Et là, on retrouve ceci au niveau du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, mais aussi en tant que vecteur dans les organismes vivants. C'est ce que nous avons dans notre corps, notamment avec le sang. Alors juste des exemples, mais ça ici vous connaissez très bien. Si je veux comprendre en fait la qualité d'une eau, quelle qu'elle soit, une eau naturelle, en fait j'ai besoin de comprendre les réactions très simples de la chimie
la chimie de l'eau. Et ici, j'ai mis quelques exemples de procédés, de processus d'altération, avec ici les réactions acide-base, donc très simples. Vous avez la réaction de dissolution de carbonate de calcium en présence d'un acide, donc ce fameux CO2 donc, qui nous pose problème au niveau du réchauffement climatique, et la présence du calcium et des ions hydrogénocarbonates. Donc le calcium, si je modifie cette réaction de la gauche à la droite, je veux donc augmenter l'altération des carbonates, mais je vais aussi modifier la qualité, la composition chimique de l'eau en mettant un peu plus de calcium, donc qui peut avoir un impact sur les écosystèmes. Ici, vous avez le gypse, donc c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est la dissolution d'un sulfate de calcium qui va expliquer pourquoi dans une eau, vous avez la présence de calcium et la présence de sulfate. Si vous voulez comprendre, par exemple, la composition chimique de l'eau de Vittel, eh bien, vous devez prendre en compte la présence de gypse et de couches comportant du gypse pour expliquer la présence de fortes concentrations en sulfate, puisque la concentration en Vittel, en Contrex ou en Vittel, c'est plus de 500 mg par litre en sulfate, et dans la Contrex, vous êtes à plus d'1 gramme par litre. Ensuite, dans la silice, le problème de la silice, alors c'est là où vous changez de roche. Si vous avez des roches plutôt granitiques, avec la silice et feldspath, vous avez ici la dissolution de la silice et vous formez l'acide silicique qui va donc être le principal minéral présent dans ces eaux, avec ici la dissolution d'un feldspath sodique en présence d'acide carbonique et d'eau. Vous avez cette fois-ci la présence de sodium et à nouveau des hydrogénocarbonates, mais surtout la présence d'acide silicique. Donc ça, c'est les réactions acide-base, très simples. Ici, vous êtes en milieu sédimentaire. Ici, vous êtes en milieu plutôt granitique, avec des roches plutôt cristallines et des roches plutôt acides. Les autres processus d'altération, il y en a un que je remets ici parce qu'il est important au niveau de certaines zones du globe. C'est notamment la dissolution de composés à base de pyrite, ici, donc en présence d'eau et d'oxygène. Vous avez donc la formation de fer dissous, de fer 2+, qui peut être réoxydé pour faire du fer 3 qui va précipiter sous forme d'oxyde de fer 3. Et puis surtout, vous avez à nouveau la présence de sulfate et la formation d'acide sulfurique avec des eaux ici qui vont avoir des pH autour de 2 quand vous êtes en système donc non tamponné. Et si vous avez la présence de calcite dans ces systèmes, donc à une plus grande distance, vous avez la neutralisation et le pH peut augmenter vers des pH beaucoup plus, je dirais, neutres, entre 6, minimum 6. Et puis la dernière réaction que je voulais mettre en évidence et que je reprendrai un peu plus tard dans mon exposé, c'est la réaction donc, de production de la biomasse, donc, qui est aussi une réaction redox, qui est la photosynthèse et la respiration. Donc de la gauche vers la droite, vous avez les réactions de photosynthèse. Donc vous avez le CO2, plus de l'eau, plus les photons, qui vont contribuer à la formation de la biomasse ici. Donc ici, c'est la molécule brique pour un sucre. Ça pourrait être le glucose, et après libération de l'oxygène, qui est donc un déchet de la réaction de photosynthèse. Et puis nous, en tant qu'organisme vivant, en fait, on va utiliser l'énergie qui est stockée dans la biomasse qui est ici, sous forme de sucre, en utilisant donc un oxydant qui est l'oxygène, pour reproduire l'énergie. Au lieu d'avoir l'énergie ici solaire, on va avoir l'énergie thermique, et on reforme du CO2 et de H2O. Et ça, c'est donc tout ce qui se passe au niveau de la biologie, des plantes, la photosynthèse. Et ici, donc, la molécule d'eau, c'est bien un réactif chimique et surtout, par rapport à des notions qui sont importantes, lorsque la plante va pousser, elle va consommer de l'eau, mais donc à la fois pour l'évapotranspiration de la plante, mais aussi pour la partie consommation, dans le sens où il y a une diminution de l'eau, de stock d'eau, pour former de la biomasse. Vous avez ici quelques exemples de composition chimique d'eau naturelle. Donc, que ce soit, alors ça, ce sont des eaux naturelles, donc les valeurs des moyennes. Donc, c'est vrai que l'on a tendance souvent à dire que les pH des eaux, c'est entre 6,5 et 8,5, sachant que dans les milieux naturels, naturellement, vous pouvez avoir des pH d'eau inférieurs à 1 ou autour de 1, jusqu'à des pH de 13 dans certains milieux extrêmes. Voilà, donc là, vous avez ici ces compositions. Là, vous avez des variations avec le bassin de la Loire, le bassin de la Seine, le lac du Bourget, donc, qui est le plus grand lac au niveau français, et puis l'eau de mer, qui est aussi une image intéressante, puisque là, vous êtes dans des milieux, des pH qui sont plus importants dans ces cas-là. Donc, une grande variabilité de la composition chimique des eaux en fonction justement des substratums et de ce que va rencontrer l'eau en tant que minéraux qui pourront être dissous. Ensuite, comment faire la part des choses entre ce qui est qualité de l'eau
et l'eau qui vient en fait du milieu naturel, et ici des activités humaines. Alors vous avez ici deux exemples, la Calancaska, donc qui est une rivière qui s'écoule dans le sud, dans les Alpes suisses, avec un substratum donc cristallin. Et dans ces conditions, vous allez avoir une eau qui va être très peu minéralisée, avec comme principal minéral l'acide silicique. Tout ceci, ces minéraux, jusqu'ici, ce que l'on trouve dans l'eau, ce sont les minéraux qui sont en corrélation avec la composition chimique de la roche. Et ensuite, tout ce qui est en dessous, ce sont donc des minéraux, des composés qu'on va trouver dans l'eau, mais qui seront décorrélés en fait de la composition chimique des minéraux. À droite, vous avez la Glatte. Donc la Glatte, c'est une rivière qui passe à Zurich, qui vient du plateau suisse, qui est un plateau donc, calcaire, qui va se jeter ensuite dans le Rhin. Et donc ici, vous avez des roches plutôt de la molasse et des roches quaternaires. Et vous avez donc des compositions en minéraux beaucoup plus importantes, la minéralisation est plus importante, avec plus de bicarbonate, d'hydrogène carbonate, de calcium, de magnésium, beaucoup moins d'acide silicique. Il peut y avoir des sulfates, puisqu'il y a des roches avec du gypse. Et puis tout ce qui est en dessous, eh bien, à nouveau, ce sont des minéraux, des composés qui ne sont pas liés à la composition. Donc ces minéraux proviennent d'où? Ils proviennent des activités humaines, avec les chlorures. Donc là, on passe à Zurich, donc les prélèvements ont été faits après la station d'épuration de Zurich. Donc vous avez ici des rejets en chlorure. Vous avez les phosphates qui ont l'ammonium et les nitrates qui ont pu avoir deux différentes sources. Donc à la fois des sources agricoles, mais aussi lorsque la station d'épuration ne fonctionne pas bien. Donc vous avez des rejets en phosphate, en ammoniac et en nitrate. Et puis le carbone organique dissous, lui bien sûr, est décorrélé de la composition en minéraux, mais provient donc principalement en fait de la production de composés organiques issus du phytoplancton ou issus donc des activités de la production donc des plantes au niveau des sols. Donc l'activité au niveau humain sur le carbone organique dissous est relativement faible puisqu'on considère que c'est à peu près 1% du carbone organique dissous total dans un système. Bien. Alors comment est-ce qu'on peut modéliser tout ça? Alors j'ai mis ici une équation un peu compliquée. C'est une équation de bilan de matière, en fait, qui permet d'expliquer le transport de matière, donc avec une équation qui est une équation en système transitoire, advection-dispersion, ici pour un milieu poreux saturé homogène. Donc vous avez cette équation. Alors qu'est-ce que c'est que cette équation d'Hiveret partielle? Vous avez ici une variation donc, en fonction du temps, donc ça va être un bilan en fonction du temps. Et puis à droite, vous avez le bilan en fonction de l'espace, avec ici un terme fichéen qui représente donc la dispersion du polluant dans le système. Et là, vous avez le déplacement moyen donc, du polluant ou de la molécule, du composé chimique dans l'eau. Voilà, ça c'est l'équation la plus simple. Cette équation, alors on peut la généraliser, ici là j'ai pris pour le milieu poreux, mais c'est quelque chose qui est généralisable. On peut le faire aussi bien dans les autres surfaces. Le terme ici sera donc un terme de turbulence, ou alors dans l'atmosphère, vous aurez aussi un autre terme de turbulence qui pourra être qui rend compte de ça. Alors pour simplifier, donc si je prends juste un écoulement en monodirectionnel, donc vous avez cette équation plus simple, auquel il faut rajouter donc des termes donc à la fois de réactivité chimique et puis de réactivité donc même au niveau biologique. Voilà cette équation un peu plus complète, donc toujours en monodirectionnel, unidirectionnel. Vous avez ici donc l'équation de tout à l'heure, donc qui est le terme noir ici, le terme rouge et le terme bleu, et auquel j'ai rajouté donc ici un terme d'échange, c'est-à-dire que lorsque l'eau va s'écouler ici dans un milieu poreux, elle va interagir avec la phase solide. Et donc, il va y avoir des réactions chimiques qu'il va falloir prendre en compte. Et c'est ce que j'appelle ici le terme de sorption ou les échanges entre phases avec les réactivités au niveau de tout ce qui est la chimie physique. Ensuite, ou la physico-chimie. Ensuite, vous avez le terme qui est à droite, le terme mauve, qui va être un terme de transformation chimique du composé, qui va intégrer donc tout ce qui est procédés biogéochimiques, les procédés aussi physico-chimiques ou chimie physique, et puis j'aurais pu rajouter aussi tout ce qui est la radioactivité, si je m'intéresse au devenir d'un radioélément dans un système. Donc cette équation donc, permet en fait de comprendre, d'avoir une vision simple et de coupler donc la partie transport de la partie donc, chimique ou biochimique ou biologique.
Et surtout, je crois que, pourquoi je la présente? Parce qu'on a souvent tendance à oublier que l'eau est un système qui bouge. Alors que ce soit dans un sol, et je me souviens de discussions il y a une quinzaine d'années au niveau du ministère à Paris, où il avait été présenté le sol, et j'avais posé la question, mais où est l'eau? En fait, c'était présenté par l'ADEME à l'époque, et l'ADEME, avec toutes les séparations, eh ben, il ne s'intéressait pas à l'eau. Il s'intéressait à la qualité des sols, mais l'eau, on s'en moquait complètement. Donc ils ont changé un petit peu, heureusement, mais je veux dire, ne pas considérer l'eau dans un sol, c'était pour moi une erreur absolument gigantesque. Et puis surtout, bien penser que les systèmes, ils bougent. Donc il y a toujours une dynamique, il y a toujours un transport, et donc même si c'est 1 mètre par an ou moins, eh bien, pensez toujours qu'il y a ces problèmes-là. Alors comment est-ce que l'on fait quelle est l'approche que l'on peut utiliser pour comprendre cette chimiodynamique des composés? Eh bien, là c'est un schéma qu'on avait proposé dans le cadre d'une action COST au niveau européen, il y a quelques années déjà, avec ce schéma où on a un trépied, je dirais, entre la partie terrain, la partie modélisation et la partie laboratoire. Le terrain, c'est là où en général on va se poser les questions. Donc, quelles sont les questions pertinentes au niveau du système. Ensuite, vous avez donc, pour aller sur le terrain, et souvent ce que les gens oublient, c'est que vous avez besoin de vous poser des questions sur quel modèle. Donc quelles sont les questions et surtout quels paramètres vous allez mesurer. Donc vous avez besoin justement de connaître les concepts, les mécanismes. Et la modélisation va servir à 2 choses. Ça va être un outil pour la connaissance. Et puis ensuite, une fois que vous avez justement bien défini quels sont les concepts, les mécanismes, vous pouvez l'utiliser aussi pour la prédiction, pour essayer d'évaluer ce qui va devenir. Entre les deux, vous avez donc tout ce qui est l'estimation de paramètres, le calibrage ou l'étalonnage du modèle, et puis ensuite la validation du modèle. Alors attention, et ça depuis longtemps, il faut lutter contre cela, c'est-à-dire entre l'estimation de paramètres, le calibrage, l'étalonnage et la validation qui sont faits avec les mêmes expériences, ce qui fait que forcément ça fonctionne dans tous les cas. Ensuite, vous avez le laboratoire. Le laboratoire permet, grâce à des systèmes modèles expérimentaux, de pouvoir mieux contrôler les systèmes et de paramétrer et ensuite de mieux comprendre les mécanismes et de faire un retour entre ces trois systèmes. Là-dessous, eh bien, si vous voulez comprendre tout cela, donc il y a toute la partie analyse, la partie mesure et donc tout ce qui est la chimie analytique et la chimie, donc tout ce qui est analyse physico-chimique. Et je vous montrerai donc quelques exemples avec notamment l'intérêt de développer des capteurs dynamiques in situ et puis pourquoi il est important de s'intéresser à la microbiologie mais aussi à la spéciation pour comprendre le cycle des éléments ou des composés chimiques dans l'environnement. Alors un exemple, donc c'est un travail qui a été fait avec Laure Lafont, il y a Laurence Maurice, il y a Yaron Zonke, je ne sais pas s'il est là, ni Laure. Donc c'est le travail qui a été fait, c'est la thèse de Laure sur le mercure dans le bassin de l'Amazone. Donc la question était la suivante. Donc vous avez ici, dans ce système-là, donc des concentrations en mercure au niveau des cheveux des populations indigènes qui sont supérieures en fait à la norme de l'OMS, donc qui est de 10 microgrammes par gramme en méthylmercure. Et ici, nous avons mesuré à l'époque donc entre 12 et 35 microgrammes par gramme, qui est 90% sous forme de méthylmercure. Donc la question c'était quelle est l'origine de ce méthylmercure? Donc les outils qui ont été utilisés, donc c'est les outils qui ont fait le succès des travaux de Yaron maintenant, c'est tout ce qui est le fractionnement isotopique et donc les isotopes du mercure et les isotopes stables. Et donc la réponse à la question qui était posée ici, quelle est la contamination, d'où vient le mercure? Eh bien, ce n'était pas en fait le dépôt atmosphérique du mercure comme on pouvait penser, puisque c'est la principale source du mercure au niveau global. Ce n'était pas non plus l'orpaillage, puisque vous êtes dans des zones d'orpaillage ici, mais c'est en fait l'altération des minéraux, donc qui proviennent en fait du substratum. Donc ces minéraux contiennent du mercure. Pour savoir d'où vient ce mercure, et en fait une partie, donc la majeure partie vient de la
de la chaîne alimentaire, dans la mesure où la population qui est ici ne consomme que des poissons donc carnassiers qui proviennent des rivières, et donc vous avez une augmentation, une amplification du mercure dans la chaîne alimentaire, et c'est ce qui est à l'origine de la concentration très forte dans les cheveux. Alors, bien sûr, là, vous allez me dire, mais quelle est la part ici des activités humaines dans ce système? Eh bien, tout simplement, le fait de déforester. S'il y a une déforestation, eh bien, vous allez augmenter l'altération en fait, des schistes, parce que ce sont des schistes, et donc augmenter la concentration en mercure présente dans le système et dans les eaux de surface qui vont à ce moment-là migrer et pouvoir rentrer plus facilement dans la chaîne alimentaire. Voilà. Donc là, c'est un point important, et ça a été le gros résultat de ce travail, notamment de l'or. Ensuite, un autre exemple, qui est l'exemple ici en Alsace, où vous avez donc une zone, là c'est la rivière Thur, là vous avez l'Ill, donc qui va du sud vers le nord, qui va jeter dans le Rhin au nord de Strasbourg. Donc l'Ill n'est pas une rivière vosgienne, mais c'est une rivière qui vient du Jura. Donc il y a une modification forte de la composition chimique de l'eau quand on arrive au niveau de Mulhouse. Alors ici, vous avez une ancienne usine qui utilisait de l'électrode mobile au mercure. Et si vous vous promenez sur le site de Thann, de Vieux-Thann, et plus exactement dans l'usine, eh bien, si vous faites un trou, vous trouvez des petites gouttelettes de mercure métallique, même encore aujourd'hui. Hein. Donc, et là, il y a un rejet à peu près journalier de 86 grammes de mercure dans la Thur. Donc, nous avons fait des campagnes de mesure aussi bien en amont, avant le site, et puis après en aval du site. Et vous retrouvez ici, alors que ce soit dans la Thur et après dans l'Ill. Et voilà ce que vous retrouvez. Lorsque l'on regarde donc en amont du site, vous avez ici donc des concentrations relativement faibles en mercure. Alors, tout dépend bien sûr des périodes. Et là, vous êtes au niveau de l'usine et vous avez des rejets relativement importants. Là, vous avez le niveau, au niveau de maximum de l'eau acceptable. Et puis dans l'Ill, vous avez des concentrations en mercure. Donc ici, c'est de la centaine de picomoles par litre, suivant si vous êtes en crue, en période de crue ou en période d'étiage. Donc là, vous avez toutes ces concentrations et le mercure qui est toujours présent, avec des concentrations dans la phase dissoute, donc qui vont jusqu'à à peu près 2 nanomoles par litre. Et dans la phase particulière, vous êtes jusqu'à à peu près 200 picomoles ramenés au volume de liquide. Voilà, donc là, vous avez des concentrations relativement importantes. Et normalement, dans ces systèmes-là, il faudrait retirer les sédiments, puisque vous êtes dans des conditions de concentration trop importantes en mercure par rapport à ce qui est toléré dans les systèmes. Alors aujourd'hui, on est en 2016. Et bien, quand vous allez au nord de Strasbourg, notamment au niveau de la Vansenau, eh bien, vous avez de temps en temps des brochets qui ont des concentrations qui sont supérieures à ce qui est acceptable par l'OMS. Donc des concentrations mercure, encore aujourd'hui, qui viennent toujours de cette zone-là. Alors pour comprendre le cycle du mercure, eh bien, donc, vous avez ici un exemple, un système simplifié. Donc vous avez les rejets de mercure qui peuvent aller dans les sols. Alors ici, il était essentiellement à l'origine sous la forme de mercure zéro. Ce mercure zéro peut être oxydé et donc être remobilisé. Le mercure zéro peut aussi être vaporisé, partir vers l'atmosphère sous forme de gaz et retomber. Ensuite, au niveau des eaux de surface, vous avez des équilibres entre le mercure zéro, le mercure 2 qui est ici, ce qui va être les mercures libres, avec le mercure particulier qui va ensuite sédimenter, et vous allez retrouver dans les sédiments. Mais en fonction des conditions locales ici, si vous avez des oligoquettes, par exemple, des vers, vous pouvez remettre en suspension le mercure qui est présent dans les sédiments, qui va retourner sous forme particulière. À partir des conditions du système, vous pouvez avoir une méthylation de ce mercure, une réduction du mercure qui va retourner dans l'atmosphère. Donc vous avez un cycle relativement complexe et compliqué au niveau du mercure, avec bien sûr, je rappelle ici, bon là vous avez une source qui est ponctuelle, qui est identifiée, mais la principale source du mercure provient du charbon et notamment de Chine aujourd'hui. Alors pour comprendre tout cela, eh bien, vous avez besoin de comprendre la spéciation. Donc tout ce qui est processus, mécanisme aussi bien de complexation en solution que tout ce qui est processus de mécanisme de sorption aux interfaces, que ce soit sur les particules organiques, sur les organismes vivants, le phytoplancton, les macromolécules, dont les acides humiques, et puis tous les composés inorganiques, que ce soit le carbonate de calcium, les oxydes métalliques, les argiles, les aluminosilicates, et puis la pyrite.
Donc tout ceci vont contrôler en fait le cycle du mercure. Et si vous voulez comprendre en fait tout cela, eh bien c'est ces mécanismes-là qu'il faut intégrer dans le modèle que j'ai présenté tout à l'heure, donc de transport réactif pour comprendre en fait le comportement du mercure. Voilà. Alors un petit point, c'est des travaux, donc ça c'est des travaux de ma thèse. Alors je les rappelle toujours parce que c'est malheureusement c'est pas les travaux. J'ai publié dans un journal qui était très peu connu. Et en fait, c'est la deuxième publication montrant le transport de contaminants par des colloïdes. Alors d'autres se sont glosés de ça après, dans les années 90, mais en reprenant exactement ce que j'avais fait et en oubliant de citer ce papier. Voilà. Donc vous avez ici le transport du mercure, avec ici une modification de la composition chimique en faisant donc un gradient de chlorure de sodium. Donc cette fois-ci un gradient donc, descendant. Donc j'avais une concentration en chlorure de sodium, j'arrête la concentration en sodium et dans ces conditions, j'observe un pic de mercure. Et ce pic de mercure, en fait, donc j'avais montré qu'il était associé au relargage des argiles. Là, c'était essentiellement de la kaolinite. Donc le mercure était fixé sur cette kaolinite et on a bien ce transport. Alors quand j'ai publié ça, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre en disant que c'était pas possible que le sable, que le milieu poreux que j'utilisais, c'était un filtre et donc il n'y avait pas de transport de colloïdes dans un système comme ça. Voilà. Comme quoi. Ensuite, là, j'ai repris une publication qui date de 1999. Là, c'était la migration de plutonium dans les eaux souterraines, située au niveau des tests de nucléaire souterrain dans le Nevada, au niveau des États-Unis. Donc, où ils ont montré qu'il y avait justement ce transport de colloïdes dans ces systèmes. Et vous avez ici les particules, donc à la fois donc une zéolite et puis ici donc une illite qui sont transportées, qui font partie de ces particules qui sont transportées dans le système aquifère ici, avec à la surface donc du plutonium. Donc vous avez ici de beaux exemples qui illustrent finalement ce que j'avais dit quelques années auparavant. Voilà. Donc attention, ne prenez pas toujours les choses comme des choses très simples, mais et surtout les on-dit sont parfois de mauvais conseilleurs. Ensuite, donc là je vais reprendre ceci sur la partie plus analyse et montrer que ces points-là, donc analyse et la mesure sur le terrain, sont des éléments relativement importants. Alors tout à l'heure j'ai cité Jérôme Gaillardet, donc au niveau donc de Toulouse. Donc nous participons à l'équipex Critex, donc qui est Parc national d'équipement innovant pour l'étude spatiale et temporelle de la zone critique des bassins versants. Donc le coordinateur est Jérôme Gaillardet, donc de l'IPG à Paris. Et avec François Prévost, donc je suis responsable de la tâche donc, qui s'appelle capteur chimique innovant. Donc l'objectif, c'est de développer de nouveaux capteurs in situ, physico-chimiques, pour les analyses sur le terrain. Et donc nous avons maintenant tout le potentiel pour faire cela, avec un microspectroscope Raman, une microbalance à quartz et effet dissipatif. Ensuite, un système SPR, donc résonance à plasma de surface, et puis un photostat bas courant. Et les projets qui ont été sur toute cette partie-là, donc il y a la spéciation du mercure, il y a la partie donc méthane dissous, ça c'était les travaux qui ont été faits au GET notamment. Il y a la partie donc nutriments avec la silice, les phosphates, les nitrates, avec la partie donc faite par Olegos avec Véronique Garçon. Actuellement, nous travaillons sur la partie développement d'un capteur bore, le capteur nitrate aussi, et puis la partie pesticide donc, qui commence. Alors pour voir comment fonctionne un capteur, donc un capteur, vous avez ici donc un cible, une molécule, ce qu'on appelle une analyte, et c'est l'exemple ici du mercure. Ce mercure va arriver au niveau d'un récepteur. Là, ce récepteur est composé de quoi? Il est composé de nanoparticules en fait, d'or qui sont déposées sur un support qui est du carbone vitreux. Ces nanoparticules font une dizaine de nanomètres et donc ça forme une sorte de réseau de nanoélectrodes, microélectrodes, sur lesquelles donc, le mercure va être réduit de mercure 2 en mercure 0 à la surface. On accumule pendant un certain temps un rayooxyde, et ce qui permet de mesurer la quantité de mercure présente dans l'eau. Ensuite, bien sûr, comme tout capteur, vous avez un transfert du signal vers un transducteur, et ensuite le traitement du signal, ce qui permet ensuite d'avoir une idée de la concentration en mercure dans ce système. Voilà. Alors j'illustre ici
avec l'exemple de ce qui a été fait dans le cadre de collaboration entre le laboratoire de génie chimique, le GET et puis nous, et le LCC. Donc vous avez ici l'exemple du karst et notamment au niveau de l'EUCAT avec le font Estramar qui est ici. Dans cette zone-là, donc, il y a une résurgence. Et sur cette résurgence, vous avez ici les photos. Donc, ces photos qu'on avait prises avec Catherine Chandel. Donc là, vous avez cette résurgence. Et si vous regardez bien ici, vous avez en fait au même temps un dépôt d'oxyde de cuivre qui provient, et de sulfate de cuivre, qui provient en fait des vignes en culture biologique qui sont juste au-dessus. Et vous avez donc un joli système bleuté ici. Donc, Lars Eric a fait des prélèvements pour nous et donc ça nous a permis de mesurer le mercure présent dans ces systèmes. À la fois, lui, il l'a fait au niveau du laboratoire au GET et nous l'avons fait avec les microélectrodes que j'ai montré tout à l'heure. Alors, vous avez la concentration ici, donc avec ce qu'a fait le travail de Lars Eric. Donc, les concentrations dans le système. La spéciation donc, est calculée par Laure, était de 99% de mercure complexé avec la matière organique, d'après ses calculs. La concentration en mercure totale mesurée était de 22 picomolaires en mercure. Alors pour ceux qui ne savent pas, le mercure, c'est 200 grammes par mol. Donc ça vous fait ici, vous multipliez par 200 pour avoir la concentration. Ensuite, pour la mesure des conditions expérimentales, donc au niveau électrochimique, donc on va utiliser une préconcentration. Donc vous avez ici tout le système de préconcentration et ensuite de mesure qui est utilisé au niveau de ces microélectrodes. Et vous avez ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le système, vous avez 30 des chlorures et vous avez donc le temps d'accumulation de 50 minutes avec une préconcentration et un passage pour moins 0,4 volts pour retirer les chlorures qui peuvent interférer au niveau de la mesure. Et là, on a fait des ajouts dosés pour essayer de quantifier la concentration en mercure. Là, vous avez ici les analyses, les mesures au niveau du potentiostat. Les ajouts dosés, ce qui permet de mesurer donc, la comparaison avec ce qu'a fait Lars Eric, qui était donc de 22 picomolaires, et nous avons trouvé par la méthode des ajouts dosés, donc 17 picomolaires, et donc une mesure qui est tout à fait cohérente avec ce qu'il avait observé. La question que vous allez me poser, c'est quelle est la durée de vie de ces électrodes. Eh bien, donc, on a pu tester qu'elles fonctionnaient à peu près un mois sans avoir trop d'altération au niveau de la mesure. Voilà. Autre exemple, c'est donc l'exemple de la mesure de pesticides polaires et de glyphosate dans le delta du Mékong. Alors, je vais surtout m'intéresser aux molécules polaires qui sont ici. Le glyphosate, c'est une histoire. Alors, ce sont les collègues ici vietnamiens avec lesquels maintenant nous travaillons, notamment pour le développement d'un capteur qui permettra de faire des mesures in situ du glyphosate dans ces systèmes. Et Didier Orange, donc, qui est aussi qui travaille à Montpellier aujourd'hui. Donc, vous avez ici la carte du système. Donc, dans le delta du Mékong, nous sommes ici. Donc, voilà. Vous avez donc différents systèmes et surtout, vous avez en fonction des saisons donc des systèmes de canaux qui permettent de réguler en fait la présence d'eau ou non au niveau notamment des rizières, puisque c'est principalement des rizières qui sont mises en place au niveau agricole. Donc vous avez ici 4 points de prélèvement différents qui sont donc avec des canaux différents. Voilà. Les molécules polaires qui ont été utilisées, donc il y a l'atrazine, donc molécule qui est interdite depuis maintenant 15 ans en Europe, hein. Le thiodicarpa. Ensuite, vous avez le carbone furane et puis le diuron. Alors, quand c'est en rouge, ce sont les molécules qui sont interdites en Europe. Vous voyez qu'après, vous avez aussi d'autres molécules. Toutes les molécules ne sont pas interdites aux États-Unis. L'atrazine est toujours autorisée aujourd'hui. Alors, au Vietnam, l'atrazine est encore utilisée à de fortes concentrations, comme le glyphosate, par exemple. Alors, les systèmes qui ont été utilisés, alors quand vous allez faire des études, notamment de pesticides, ou comme les autres, vous avez plusieurs systèmes possibles. Soit vous faites des études où vous allez faire des échantillonnages, mais vous allez donc avoir uniquement
que les valeurs en ce qui concerne le jour où vous aurez fait les échantillons. Donc tout le reste, vous ne l'aurez pas. Ou alors vous faites un prélèvement donc sur une certaine durée et vous avez des systèmes automatiques d'échantillonnage. Bien sûr, vous allez avoir une meilleure information. Mais par contre, vous allez avoir donc des temps importants. Et puis, donc c'est relativement cher. Et si vous voulez faire puisque dans les deux cas ici, ce que vous devez faire, c'est ramener l'échantillon au laboratoire et ensuite analyser dans les systèmes classiques. Et ici, c'est de la chromatographie liquide, donc couplée à un détecteur spectrométrie de masse. Et l'autre technique qui est notamment mise en place là-bas, c'est les systèmes qu'on appelle les systèmes de POSIS, ce sont des capteurs passifs, qui est aussi utilisé dans les agences de l'eau en France, et notamment l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui est très friande de ce système. Mais les capteurs passifs ont un inconvénient, c'est comme vous le voyez ici, ce sont des capteurs qui vont devoir être laissés sur place pendant un certain temps. Alors ça peut être 1 semaine, 2 semaines, voire plus, de façon à pouvoir avoir suffisamment de molécules fixées sur le système. L'avantage, c'est que l'on peut avoir du coup des limites de quantification qui sont souvent plus faibles au niveau in situ. Alors, vous avez ici les 4 sites donc, qui ont été échantillonnés, soit avant, soit après donc, l'étiage ou la mise en eau. Donc, vous avez ici les 2 images. Et les résultats. Alors, les études classiques donc, faites par les prélèvements, on va sur le terrain, on prélève et on analyse. Alors vous avez ici, je vais prendre juste l'exemple de l'atrazine et du 4D. Donc l'atrazine, donc les concentrations en microgrammes par litre, donc ça vous donne des concentrations relativement faibles, vous voyez, jusqu'à 30 nanogrammes par litre, pour ici l'exemple du P1. Ici, vous êtes à 50 nanogrammes par litre pour le P3. Si vous prenez de 4D, donc des variabilités, et là, pour le P3, vous êtes à 0, donc à 200 nanogrammes par litre environ. Et par contre, au P4, vous êtes à 800 nanogrammes par litre. Ça, c'est les mesures avec des échantillonnages ponctuels. Si vous prenez les systèmes d'échantillonneurs passifs, alors vous avez les concentrations mesurées et ensuite vous pouvez les ramener à des concentrations en microgrammes par litre. Et là, vous vous rendez compte que eh bien, quand vous faites des valeurs moyennes, vous pouvez avoir des valeurs qui sont supérieures, vous êtes en microgrammes par litre là, cette fois-ci, qui peuvent être largement supérieures à l'analyse ponctuelle, quand vous faites juste l'analyse un jour donné. Voilà, parce que vous avez accumulé. Et puis si les agriculteurs ont eu de grosses consommations de contaminants, ils ont mis beaucoup d'atrazine ou beaucoup de 4D ici, eh bien vous allez les retrouver. Vous allez les trouver. Alors que si vous faites l'analyse le jour où finalement le flux est passé, ben vous ne le verrez pas. Voilà. Alors ça c'est important parce que si vous voulez comprendre en fait le fonctionnement d'un écosystème et l'impact des pesticides, si je prends la mesure donc ponctuelle, bien sûr, j'aurai que des valeurs ponctuelles et donc si j'ai la chance, je verrai le pic, mais si j'ai pas de chance, je verrai pas le pic. Si je prends les valeurs moyennes ici, bien sûr, ça c'est la valeur moyenne qui est pondérée sur la durée d'échantillonnage. Alors si j'échantillonne ici pendant 7 jours, ça veut dire que là j'ai 1,6, mais je peux avoir donc des pics qui peuvent être 10 fois plus élevés, voire 100 fois plus élevés. C'est ça le système. Et après, une fois que si j'ai des moyens de faire des mesures, cette fois-ci en continu, à plus haute fréquence, je pourrais essayer de comprendre pourquoi en fait l'atrazine ou le 2,4-D peut avoir des effets sur l'environnement, sur les écosystèmes, alors que sinon on ne les voit pas. Donc ici, les conclusions de ce travail, c'est que à partir de ces résultats préliminaires, dans les autres surfaces, les POSIS sont des outils intéressants, spécialement pour en fait savoir d'avoir un balayage, un screening des différentes substances que l'on peut avoir dans le système. Mais attention, à nouveau, dans les POSIS, il faut ramener le POSIS au laboratoire et puis faire l'analyse classique avec ici la chromatographie phase liquide couplée à un spectromètre de masse. Alors l'atrazine et le 2,4-D étaient bien montrés dans ces rivières. Et donc, ça veut dire qu'il faut mieux comprendre tout cela. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier que les paysans, les agriculteurs ici du delta du Mékong, ils y vont à pied dans l'eau. Ils y vont, donc ils sont pieds nus. Donc, ça veut dire que l'atrazine, notamment, qui est une molécule qui est très hydrophobe, peut passer à travers la peau et traverser la membrane et donc contaminer les gens. Donc, voilà. Donc, il manque ici une étude plus épidémiologique du système. Ensuite, au niveau des recherches actuelles, qu'est-ce que nous voulons faire ? Eh bien, c'est étudier donc, le transport, notamment de ces composés organiques,
à la fois sur les colloïdes, donc la même chose que pour le mercure tout à l'heure, mais aussi sur les sédiments. Parce que quand vous avez des substances qui sont apolaires comme l'atrazine, eh bien, on considère notamment que la molécule n'est pas mobile. Or, on les trouve dans les eaux souterraines, et le seul moyen d'expliquer le transport de l'atrazine, c'est l'expliquer par le transport de colloïdes. Donc ici, les mécanismes de transport dans les eaux souterraines, donc les eaux de surface, mais aussi les eaux souterraines. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un doctorant qui va arriver là, qui est lui, qui va travailler donc sur le développement d'un capteur, donc qui va nous permettre. Alors on ne va pas travailler sur l'atrazine, mais on va travailler sur un autre herbicide qui est le glyphosate, de façon à pouvoir contrôler en fait les émissions de glyphosate dans ces systèmes, parce que sur ces sites, eh bien, des concentrations de glyphosate énormes ont été aussi détectées, beaucoup plus importantes que ce qui était suspecté, puisque normalement on considère que le glyphosate, ou disons que Monsanto considère que le glyphosate n'a pas d'impact. Ensuite, bien sûr, il y a un impact de l'écosystème. Alors, je vais présenter donc un exemple que vous connaissez déjà, mais vous allez voir pourquoi je veux le présenter. Je reviens toujours à ma notion de mesure in situ. C'est l'exemple ici du bassin du Lot amont. Donc, c'est un travail. Donc, Stéphane Audry, c'était sa thèse. C'est aussi la thèse de Yann Sivry sur la partie zinc et notamment l'utilisation des isotopes stables du zinc pour essayer de quantifier un peu le système. Donc, je vous rappelle que vous avez des concentrations en cadmium, mais aussi en zinc, dans les huîtres, avec des concentrations de 100 microgrammes par gramme de matière sèche qui ont été mesurées donc, dès 1980 dans le bassin de Marennes-Oléron, ici. Et l'origine, donc, avec les travaux qui ont été faits au laboratoire EPOC, donc, ont permis de remonter à la source, qui est en fait le site de Vivier de Casseville, avec les anciennes exploitations de minerais de zinc, avec des terrils toujours riches en zinc, en cadmium, en mercure, en arsenic, en plomb, etc., que l'on peut retrouver sur cette zone-là. Donc, vous avez donc un phénomène de lixiviation qui apparaît, et donc à partir de ce phénomène de lixiviation, une contamination de ce petit ruisseau qui est le Rio Mort, qui va ensuite se jeter dans le Lot, et vous avez ici donc la source pour le Lot, puis la Garonne et enfin la Gironde et l'océan Atlantique. Alors, le travail que je présente, c'est un travail qui a été fait par une équipe de Genève pour illustrer donc, mon propos. Donc, c'est avec Marie-Lou Tercier. Il travaille avec le postdoc qui était Teddy Hazard, qui a ensuite travaillé avec nous sur la partie mercure et développement du capteur mercure. Donc, vous avez ici des variations, en fait, l'étude des variations temporelles des concentrations dynamiques des métaux dans ce cours d'eau. Et donc, essayer de comprendre comment, pourquoi et quelle était en fait la biodynamique du système. Alors, vous avez deux conditions d'extrême. Vous avez en 2007, donc vous avez ici le débit, et avec ici, à cette période de l'année, donc une précipitation importante, après une période relativement calme. Et en 2008, donc vous avez là par contre un système beaucoup plus turbulent. Et vous voyez ici les images. Là, vous êtes en étiage. Tout à coup, période d'étiage. Et là, vous avez une précipitation importante. Et vous allez avoir donc remise en suspension et de modification du système. Là, vous êtes plutôt en période de crue, avec beaucoup de sédiments. Et vous allez voir que ça va avoir un impact sur le comportement du cadmium dans ce cas-là. En haut, vous avez les variations de pH avec l'ensoleillement. Donc, le pH, c'est ce qui est en vert. Alors ça, c'est pour 2007. Et en noir, donc, les périodes d'ensoleillement, donc clairement, donc le jour, la nuit, etc. Là, vous avez l'orage qui intervient, et donc une modification, donc en plus un arrêt des appareils de mesure continue, et donc une modification du comportement. Quand je prends 2008, là, vous avez des sédiments, et vous vous rendez compte que dans ces conditions, il y a peu de lumière qui arrive au niveau donc, de la rivière. Et dans ces conditions, le pH va varier, ne va pas du tout avoir le même type de comportement qu'ici, avec quelque chose de beaucoup plus erratique, avec le fait que vous allez avoir des variations qui vont être liées à des phénomènes d'apport de composés organiques qui vont apporter un peu d'acidité. Alors pourquoi le pH varie ici ? Tout simplement à cause ou grâce à cette réaction de photosynthèse-respiration. Voilà. C'est très simple. Quand vous prenez cette réaction, quand je suis en période, donc dans la journée,
Donc vous allez avoir l'activité photosynthétique, donc, et du coup la réaction va se déplacer de la gauche vers la droite, et le CO2, qui est donc un acide, va être consommé, et si le CO2 est consommé, eh bien à ce moment-là, le pH va augmenter. Et vous pouvez très bien voir ces cycles ici. En période donc diurne, le pH augmente à chaque fois. Et quand vous êtes dans la nuit, cette fois-ci, il n'y a plus de photosynthèse, mais la réaction se déplace de la droite vers la gauche. C'est donc la réaction de respiration qui est prédominante. Elle existe aussi la journée, mais elle est beaucoup moins importante. Et donc cette fois-ci, vous allez relarguer du CO2 dans l'atmosphère, donc dans l'eau et ensuite dans l'atmosphère. Et donc vous allez cette fois-ci remettre un acide dans l'eau, et cette fois-ci, le pH dans la nuit va baisser. Voilà. Et donc vous avez ces cycles qui peuvent être observés, qui vont être simplement liés à la réaction de photosynthèse, respiration. Alors là, les variations sont relativement faibles. Vous voyez, entre 7,5 et à peu près 8,5, donc ça fait une unité pH quand même. Mais vous avez certains cas où vous pouvez avoir 2 à 3 ordres de grandeur. On peut descendre à 6,5 et on peut monter jusqu'à 9,5, simplement lié à ces systèmes, donc la photosynthèse et la réaction photosynthèse-respiration. Alors ceci, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça va avoir un contrôle sur le relargage et le cycle du cadmium. Et ce que vous avez en dessous, eh bien, vous avez 3 systèmes de mesure du cadmium. Vous avez le cadmium qui est mesuré donc en phase dissoute, qui est le cadmium total dissous. Là, vous avez le cadmium qui est extrait donc, de manière avec ce qu'on extrait avec un acide. Généralement, c'est un acide faible. Vous voyez qu'il y a une différence relativement importante entre les deux. Et puis ensuite, là, vous avez le cadmium qui est mesuré de manière dynamique. Et vous pouvez remarquer dans ces conditions qu'il y a à nouveau un cycle qui apparaît au niveau du cadmium. Si je prends ici, il n'y a rien. Si je prends ici, c'est pareil. Et puis là, les prélèvements, généralement, on fait le jour, on ne le fait pas la nuit. Il y a quelques personnes, et quelquefois on arrive à faire sur 24 heures ou 24 heures, si on a 2 équipes, on va travailler sur 48 heures. Mais si on veut travailler sur plusieurs journées, et puis avoir quelque chose de cohérent avec une fréquence relativement importante, eh bien, c'est relativement difficile de le faire de manière humaine. Donc du coup, là, on a les capteurs dynamiques, et avec ce capteur dynamique, eh bien, on comprend mieux ce qui va se passer au niveau du cycle. Et là, vous avez d'autres cycles qui apparaissent au niveau du système dynamique. Si je prends ce qui est extractable, eh bien, on ne voit rien. Si on prend au niveau du cadmium total dissous, on ne voit pas grand-chose. Et là, vous avez ces phénomènes donc, de cycle entre le système diurne et le système nocturne. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? Eh bien, en fait, la dynamique du cadmium est contrôlée par la fixation de cadmium sur le périphérique atmosphérique. Et ceci est lié donc, aux variations d'augmentation du pH, puisque là, à ce moment-là, vous allez favoriser cette fixation, et lié donc en lien avec la photosynthèse respiration. Et quand vous êtes donc au niveau donc, de la journée, eh bien, vous avez un contrôle par les phénomènes donc, de précipitation-dissolution, et notamment aux hydroxydes de manganèse, dont je n'ai pas pris ici, mais vous pouvez retrouver dans la publication qui est citée ici, donc qui montre bien tout ceci. Alors pour résumer, vous avez ce joli schéma donc, qui était dessiné par Marie-Lou, puis on l'a réutilisé après, donc, qui explique bien le comportement différent du cadmium entre la journée et la nuit. Donc, et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez des mesures de cadmium, cette fois-ci en continu. Donc, il vous faut des hautes fréquences. Voilà. Si vous n'avez pas de hautes fréquences, eh bien, vous allez avoir un signal qui sera relativement plat. Voilà. Donc ça, quelque chose de très important pour comprendre ceci. Alors vous allez me dire, l'impact après sur l'environnement et sur le système Rieux-Morlot, ça veut dire qu'à chaque fois que le cadmium peut être mis en suspension, il va être transporté, il va aller un peu plus loin. Voilà. Donc c'est important de pouvoir comprendre tout cela. Voilà. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc l'importance des mesures in situ, et ce que dit justement dans l'article que j'ai cité tout à fait au départ du CNRS là, avec Nicolas Arnaud et puis Jérôme Gaillardet, il cite tout à fait à la fin l'exemple du problème, c'est-à-dire que quand vous échantillonnez ponctuellement, en fait, vous perdez beaucoup d'informations. Et il cite justement Kirchner, qui a travaillé, un hydrologiste, qui dit c'est exactement comme si vous essayiez d'écouter une symphonie de Beethoven en n'écoutant que 1 minute par minute. Donc vous aurez tout à coup une note, et puis après, le reste, donc vous compilez, vous resserrez tout ça, et donc vous perdez toute l'information. Donc la symphonie de Beethoven, vous ne l'aurez plus. Vous aurez de temps en temps une note. Voilà. C'est exactement ça. Donc essayez de comprendre, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que, là maintenant, je reviens au schéma toujours de tout à l'heure. Si je veux comprendre mon système, et là j'ai même mis la réaction de photosynthèse un peu plus compliquée, eh bien,
vous avez en même temps d'autres nutriments qui vont être importants, c'est les nitrates, les phosphates, la silice. On revient aux capteurs que j'ai cités tout à l'heure, qui sont développés au Lagos ici, avec les éléments traces dont le fer, le manganèse, le molybdène. Si vous n'en avez pas, tout ça, la réaction ne fonctionnera pas. Et donc, contrôler tout cela et mieux connaître ces concentrations, cette fois-ci à fréquence plus élevée, permettra de mieux comprendre en fait tous les phénomènes qui peuvent se trouver dans la journée. Voilà. Donc, c'est d'où l'importance du développement de capteurs donc dynamiques in situ. Et puis, pour le mercure, de connaître la spéciation, c'est-à-dire de pouvoir distinguer entre le mercure libre, le mercure complexé, le mercure sous la forme particulière, et puis le méthylmercure dans les cas où c'est important, ou le mercure zéro, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'était l'image qui a servi à faire l'affiche. Donc ça, c'est à partir de la photosynthèse. Donc ici, si je donne un excès de nitrate, de phosphate, ou même notamment nitrate et phosphate, l'équilibre va se déplacer de la gauche à la droite. Je vais donc produire plus de biomasse. Et dans ces conditions, je vais avoir un bloom algal et de l'eutrophisation. Alors vous allez me dire, où est-ce que ça a été pris, ceci? Ça a été pris dans le lac qui est à côté de notre école, donc sur le lac de la Baie, juste à côté de l'école de l'NCA 7. Voilà. Donc il suffit que les conditions soient favorables, vous avez un excès de nutriments, et puis vous avez ce bloom algal et cette eutrophisation, donc à ce moment-là, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Dernier exemple, c'est l'exemple de Salsigne. Alors c'est pas moi, mais c'est pour vous interpeller là-dessus. Donc vous avez ici l'exemple de Salsigne. Donc Salsigne, c'est donc au nord de Carcassonne, dans la Montagne Noire. Donc je pense que tout le monde connaît ici, je pense. Donc maintenant, ça fait partie de la même région que nous, puisque nous sommes à la fusion. Et donc c'est alors ça a été longtemps connu comme une mine d'or. Donc ça a été jusqu'à la fermeture de la mine, c'était la principale mine d'or en Europe. Et puis c'est aussi donc une mine d'arsenic. Et ça a été donc jusqu'à la fermeture de la mine, la principale mine d'arsenic au monde. Voilà. Qui a servi, qui a été fermée donc en 2000. Donc vous avez ici toute l'ancienne exploitation. Donc Carcassonne, c'est au sud ici. Là, vous avez l'Orbiel, qui est la rivière qui passe ici. Et quand on remonte, vous allez vers l'Astour, donc il y a les châteaux de l'Astour. Je vous invite à les visiter, c'est très beau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez aussi vous promener sur l'ancien site. Je vais vous montrer des photos juste après. Donc les mines d'arsenic ont eu plusieurs mauvaises presses, je dirais. La première parce que les Allemands ont utilisé l'arsenic pendant la guerre 39-45 pour gazer dans les chambres à gaz. Donc ça a été un des gaz utilisés. Ensuite, tout à l'heure je parlais du Vietnam. Eh bien, les Américains, donc, dans les années 60, ont mis des parts. Ils avaient 50% des parts des mines de Salsigne. Et c'est ce qui a servi à ensuite être répandu sur les champs au Vietnam. Voilà. Donc Salsigne, il faut aussi voir que ça n'a pas eu qu'un impact local, mais ça a aussi un impact au niveau mondial et historique. Ensuite, l'arsenic, ces mines, l'arsenic ici, un des principaux débouchés à la fin des années 1990, c'était la vigne, puisque l'arsenic était ajouté à la bouillie bordelaise pour éviter le développement des champignons. Voilà un exemple. Alors vous avez ici les anciennes mines, vous avez l'ancien carreau de mine qui est ici, donc qu'on peut les voir. Bon, maintenant c'est grillagé autour, donc vous pouvez promener. L'Astour est un peu plus loin par là. Donc, et ici, vous avez donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je le cite. Voilà. Et là, vous avez l'exemple du dépôt, donc le site de dépôt donc, des déchets inertés, donc, qui a été fait donc, il y a une dizaine d'années maintenant. Donc vous avez ce site, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'ADEME qui a financé, non, avec des crédits qui provenaient du Sénat. C'est à peu près 60 millions d'euros qui ont été investis pour ça. Avec, si vous voulez, sur le site, vous avez des concentrations jusqu'à 10 grammes voire 100 grammes par kilogramme de sol encore dans ces systèmes, quand je parle d'arsenic. Donc là, vous avez ces sites. Et puis, lorsque ça a été inerté, là, j'avais visité, puisque je faisais partie, entre guillemets, d'un comité scientifique, qui était juste là pour justifier ce qui était fait. Donc,
à l'époque, quand on avait été visité, tout ça, ils avaient essayé de remettre d'enherber. Les plantes avaient commencé à repousser. Et puis, il y avait eu une demande de directive qui était de dire, surtout, vous allez considérer que vous êtes au niveau hydrologique, vous avez un climat de type océanique breton. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi ? Ça permet comme ça d'éviter tous les problèmes de crues éclairs et puis de ravinement. Et maintenant, vous allez sur le terrain. Comme vous avez ici, vous voyez que la végétation, elle n'a pas prise. Ça, c'est les photos qui ont été prises il y a 2 ans. La végétation est en train de se repartir. Il y a du ravinement qui se produit. Et donc, du coup, il y a plein de sédiments qui s'en vont. Là, il y a un bassin de décantation. Mais le bassin de décantation, il y a une partie qui va dans le bassin de décantation, c'est géré par le BRGM. Et ça part dans l'Orbiel. Et vous avez, donc là, vous voyez, c'est du 30 octobre 2016. Donc, le préfet a pris un arrêté disant que, il va falloir revoir tout cela. Et notamment arrêter et redépenser, alors j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est une dizaine de millions d'euros qu'il va falloir réinvestir pour remettre en place le système. Tout simplement parce qu'à l'époque, les considérations n'avaient pas été prises en compte, sur notamment le régime hydrologique n'est pas celui de la Bretagne. Voilà. Alors aujourd'hui, la concentration dans l'Orbiel peut atteindre, dans certains cas, à certains moments de l'année, la centaine de microgrammes par litre. La norme, c'est 10 microgrammes par litre, voire le milligramme par litre. Voilà. Donc il est interdit d'arroser. Et en plus, il y a la pollution éolienne qui arrive. Et donc, vous avez dans ces zones-là des dépôts d'arsenic qui se font même dans les jardins. Donc, impossibilité de cultiver, de manger ce que vous avez. Alors ici, c'est un exemple de fouille. Et si vous vous promenez dans cette zone-là, alors là, je ne vous dirai pas où c'est, vous avez de l'arsenic pur. Voilà, vous avez plusieurs centaines de kilogrammes d'arsenic qui sont purs ici. Et là, vous avez les résurgences. Vous avez de l'arsenic qui va reprécipiter, donc avec de l'eau qui va venir du site. Et la dernière image, c'est celle-ci. Ça, c'était lors de la visite avec les étudiants de l'école au mois de janvier. Donc, vous avez à gauche un système de drain qui passe sous les terrils. Donc, vous avez les sulfates qui arrivent. Donc, vous avez les sulfates ici. Là, vous avez une petite rivière qui arrive, qui est riche en calcium. Et au niveau du site, vous avez la formation de gypse, donc on peut voir avec cette réaction ici, et la formation de gypse qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez ici un exemple de modification de la composition chimique d'une rivière, simplement avec l'impact ici du drainage des terrils. Et puis à droite, vous avez donc la rivière qui va avoir en aval donc une composition qui va être fortement perturbée par l'arrivée en fait Alors ça, c'est juste ce qui est visible. Bien sûr, il y a ce qui n'est pas visible, et notamment les autres composés métalliques et les autres composés à base d'arsenic. Voilà. Alors, je vais terminer avec cela. Donc, pour comprendre un peu mon message, et donc sur la chimie des eaux naturelles, le transport réactif et l'impact des activités humaines, en fait, on a donc un besoin important d'intégration de connaissances, et aussi pour mieux comprendre l'impact des activités humaines, et puis de construire aussi des modèles de transport de contaminants. Et je reviens toujours à ce schéma. Je pense qu'il faut le garder en tête. Alors, on peut rajouter une composante qui n'est pas là-dessus. Donc, c'est la composante biologique qui n'est pas. Et ça, je pense que c'est un point qui est fondamental, qu'il faut mettre en avant. Et cette interaction, en fait, entre les systèmes, que ce soit les systèmes géochimiques et donc biologiques, ensemble, et faire des couplages. Alors, il y a des questions pour des discussions. Généralement, les gens travaillent au laboratoire ou au système colonne, et puis après, ils passent au niveau du labo. Donc, ils essaient de comprendre. Et souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, souvent on considère que beaucoup de mécanismes sont rapides, et alors que qu'en est-il en fait des phénomènes cinétiques? Donc, est-ce que cette hypothèse est vraiment si triviale? Et puis, par expérience, par rapport à ce que j'ai vu, dans beaucoup de cas, est-ce qu'on peut utiliser la loi d'action de masse? Est-ce que, à partir de quand peut-on considérer qu'il y a des phénomènes d'hétérogénéité? Et à quelle échelle? Et là, on se rend compte que l'hétérogénéité existe à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle atomique comme à l'échelle du terrain. Ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir plus d'informations sur la réactivité des surfaces, et à quelle échelle? Alors ça peut paraître accessoire, mais des fois, les problèmes d'impact, ils peuvent être
il est nécessaire d'aller jusqu'aux échelles atomiques pour comprendre ce qui va se passer. Et non pas uniquement considérer qu'on est un phénomène d'échelle globale, comme on peut avoir et comme on peut l'avoir, nous, au niveau de l'école, par exemple, avec les approches plutôt du type génie chimique, génie procédé. Ensuite, attention, il y a tout le problème du nombre de paramètres ici, et donc de construire des modèles qui sont en fait des jeux de mécanos, mais sans pourtant avoir une validation des mécanismes. Il y a un problème de changement d'échelle. Comment est-ce que je peux changer d'échelle entre ce que je peux faire au niveau du laboratoire, à l'échelle atomique, voire à l'échelle donc un peu plus grande échelle, et puis ce qui se passe sur le terrain. Et comment est-ce que je peux discriminer en fait les mécanismes? Le rôle de la cinétique et la température, souvent on oublie cela. Ensuite, quelle est la vraie spéciation dans l'eau? Et ça, je l'ai souligné tout à l'heure. Et donc l'intérêt ici de développer des capteurs in situ pour mieux comprendre ce qui se passe. Le rôle des colloïdes, donc ne pas le sous-estimer pour comprendre le comportement. L'application des mécanismes au système naturel. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? Eh bien, pour avoir une meilleure crédibilité de l'ensemble des modèles, et puis bien sûr, ce que j'ai dit à un moment, c'est d'avoir quelque chose qui soit prédictif. Avec quelques limites, c'est qu'est-ce que c'est que le changement d'échelle? Donc, la détection des composés aux différentes interfaces qui vont en fait réguler l'ensemble des systèmes. Et quand je veux faire du transport réactif, eh bien, j'aurai besoin de connaître en fait toute cette réactivité au niveau de ces interfaces. Et là donc d'avoir différents systèmes de caractérisation. Et puis bien sûr, ne jamais négliger les procédés de tout ce qui est cinétique, effet cinétique, et tout ce qui est fait de température. Tout à l'heure, je parlais du Vietnam. Quand je suis au Vietnam, les températures peuvent aller dans les eaux de surface jusqu'à 40 degrés, voire plus. Quand je prends l'exemple de Salsigne tout à l'heure, on était en hiver, l'eau était à peu près à 4 degrés, voire en dessous de 4 degrés Celsius. Donc vous avez ici des effets d'échelle au niveau de la température qui peuvent être aussi importantes et qu'il ne faut pas donc négliger. Voilà. Et donc l'objectif, c'est une application au terrain pour essayer de mieux comprendre tout cela et donc de pouvoir mieux essayer de comprendre cet impact et donc de mieux maîtriser l'impact des activités humaines. Voilà. Alors je remercie donc les différentes personnes qui sont ici, donc la fondation aussi STAE, donc les personnes qui ont travaillé sur la partie capteur et sur la partie mercure, sur la partie donc tout ce qui est transport réactif, donc, et puis Frédéric Auger, donc qui est quelqu'un peut-être certaines personnes le connaissent dans la salle puisque c'est quelqu'un qui est assez médiatique, qui travaille donc un produit qui est CNRS à Paris, qui est un géographe et qui travaille beaucoup pour la mise en cause justement de tout ce qui est activité minière et tout ce qui est stockage des déchets en France, de façon à bien alerter les gens en disant attention, il faut prendre en compte pour l'avenir de la population. Et puis je remercie aussi Laura Sig et puis Werner Sturm, donc, qui était un des mentors pour moi. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions. Merci beaucoup.